nous parlerons de cette Coupe du Monde 2018 qui s'est achevée en Russie avec la victoire de la France. Elle s'est achevée dimanche dernier. Et on parlera un peu des équipes africaines qui étaient à cette Coupe du Monde. Je nomme comme ça l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria. Et donc, en deuxième temps, nous évoquerons la CAN 2019 qui se prépare au pays de Mbumbu Emile. La CAN 2019 se prépare au pays de Mbumbu Emile. Il y a beaucoup d'atermoiements autour de cette compétition. On en parlera un peu ici ce soir. Et enfin, on parlera de l'actualité de ces deux grands hommes du football africain. D'entrée de jeu, alors la Coupe du Monde, vous l'avez vécu quand même? Vous avez regardé certains matchs de la Coupe du Monde? Oui, presque tous les matchs. Et on a vu, il y a eu beaucoup de surprises. J'ai été surpris par certains pays. Et on ne s'attendait pas à un jeu aussi ouvert. Et puis voir une pression haute. Et c'était très plaisant de voir un football offensif venir. Et les équipes africaines? Un peu déçu par les équipes africaines, beaucoup de déceptions parce que on a vu des équipes qui ne jouaient pas ensemble réellement. Et je peux aussi dire que les équipes n'étaient pas totalement engagées comme avant. Et ça fait en sorte que les équipes passent de travers. Ça a été une grande déception pour moi. Alors le coach Amouzou, la Coupe du Monde, vous avez regardé des matchs? Oui, j'ai pu regarder quelques matchs, malgré que j'étais au camp d'entraînement tous les matins. J'ai pu regarder les matchs de 2 heures et quelques heures. Comme M. Mbumbu venait de le dire, au niveau mondial, au niveau de la Coupe du Monde 2018 cette année, ça a été vraiment une haute gamme. La Russie a vraiment mis un paquet. Et au niveau du jeu, on peut dire que la science a évalué le jeu a changé au niveau de la pression, au niveau tactiquement, tout ça, ça a été changé. On a vu du beau jeu et comme je dis, comme l'Afrique, vraiment, ce ralentissement et la cohésion n'est pas dans plusieurs équipes qui n'ont pas pu atteindre le niveau parce que ça s'est vu, il n'y avait pas cette cohésion. Comme les autres équipes européennes ont eu la chance de se préparer très longtemps pour pouvoir arriver à un résultat qu'on a pu voir à cette Coupe du Monde. Alors, la Coupe du Monde, on sort de la Coupe du Monde avec beaucoup de déceptions côté africain. Alors, Mbumbu Emile, si on a des leçons à tirer de manière générale, au-delà de quelques explications que vous avez données par rapport au jeu qui était un peu haut, alors quelles leçons, le technicien que vous êtes d'entrée de jeu comme ça tiré de ce mondial? Ce qui a le plus attiré mon attention en soi, c'est le manque d'organisation, surtout défensif des équipes africaines. On allait à l'attaque, une attaque à outrance, sans penser franchement tactiquement. Le placement des joueurs n'était pas aisé. On ouvrait le jeu sans pouvoir, à la fin, contrer les équipes adverses. Alors, je crois que notre problème est du point de vue tactique, précisément du point de vue tactique. Parce que quand l'équipe adverse avait le ballon, on ne faisait aucun pressing. On ne faisait aucun pressing, il n'y avait pas de blocage défensif. Ce qui fait que le jeu était épars et on voyait des gens qui étaient presque perdus sur le terrain. Précisément, quand je vois le match des matchs du Nigeria, c'est là où on a vraiment l'accent n'était pas mis sur le... Est-ce que le coaching n'a pas été, parlant du Nigeria précisément, est-ce que le coaching n'a pas une grande part de responsabilité dans l'échec du Nigeria, pratiquement vers la fin là, quoi? Oui, je crois que le coaching, il y a eu une tare du point de vue coaching. Parce qu'on a vu, à un certain moment donné, quand ça n'allait pas, le coach n'arrivait pas à changer les données tactiques, ce qui fait que le jeu était complètement délabré. On voyait des joueurs qui couraient par-ci, par-là, qui ne savaient quoi faire. Et puis, les gens jouaient un peu, c'était un peu très, très individualisé. C'était individualiste. Chacun prenait le ballon, faisait ce qu'il voulait. Et je crois que pour ce niveau, ça ne pourrait pas marcher. Mais le Sénégal quand même a donné beaucoup d'espoir, le coach Amouzou. Oui, moi je voulais revenir sur le match de Nigeria. Et il faut, comme le grand frère vient de le dire, il faut voir le but que les Argentins ont marqué. Et que c'est un défenseur qui a quitté la ligne arrière, pensant jusqu'à infiltrer la défense nigérienne pour marquer ce but. Schéma tactiquement,
il n'y avait pas d'équipe en place. Et il y avait trop de couloirs. Et l'individualisme, il n'y avait pas le collectif au niveau du jeu nigérien. Alors qu'il restait même pas à peine 5 minutes pour ce jeu qui allait les amener au deuxième tour. Donc, tactiquement, je crois qu'on est toujours en arrière. Malgré le nombre de joueurs africains qui jouent aujourd'hui en Europe, et il y a ce cohésion tactique qui n'est pas encore à notre égard dans les équipes africaines. Mais au niveau du Sénégal, le Sénégal aussi a fait les mêmes choses. Le Sénégal est parti pour faire le nul, pour se qualifier, alors que c'est un jeu qui était ouvert, qui devait gagner facilement, pour pouvoir ne pas attendre la dernière minute, pour pouvoir penser faire le nul et qualifier. Pour nos téléspectateurs. Donc, le Sénégal aussi a opté sur les mêmes erreurs que le Nigeria a. Alors, parlons un peu de cette France, cette France multicolore, qui remporte le mondial. Alors, l'apport des Noirs dans cette équipe de France, vous avez joué en France. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez évalué cet apport-là, de cette équipe finalement blanc-beurre Moi, je crois que pour l'équipe pour l'équipe française, c'est l'altruisme qui a fait gagner l'équipe parce qu'ils ont joué comme une équipe. Et c'est là où on a vu la différence. C'était une équipe et c'était un partage. C'était des gens qui jouaient comme des frères. Chacun jouait pour l'autre. Et puis, quand il y avait quelque chose à faire, les dédoublements, la cohésion tactique était vraiment de haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas eu une touche de Didier Deschamps, demi-défensif comme vous, là, bien sûr? Vous jouez au même poste. Est-ce qu'il n'y a pas eu une touche de Deschamps? Oui, moi je crois que Didier Deschamps, tactiquement, était un très bon entraîneur. Parce qu'on a vu une différence entre la finale et la demi-finale. En finale, on avait l'impression que la Croatie dominait, mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est que l'équipe jouait un régime défensif, parce qu'ils voulaient voir l'approche des Croates qui étaient des très bons techniciens, et puis ils ont absorbé, et quand ils ont compris en seconde mi-temps, je crois que la France est un peu péchée par un système défensif trop accentué. Mais est-ce que ce n'est pas parce que Deschamps aussi est un joueur à vocation défensive? Non, je ne crois pas. Il y avait aussi le fait que la Croatie n'était pas une petite équipe. Il ne fallait pas prendre la Croatie à la légère. Alors je crois que Deschamps leur a remonté les bretelles à la mi-temps et leur dire vous ne pouvez pas juste défendre. Il faudrait qu'on essaie d'attaquer. Donc ce qui fait qu'en seconde mi-temps, ils sont lâchés, ils sont allés porter le danger haut. Ils ont fait la pression était haute, ce qui fait que les Croates n'arrivaient plus à développer leur jeu. Et ce qui fait que les Français en ont profité. Et puis ils ont été d'une efficacité terrible. Alors, est-ce que la France a mérité sa victoire? Oui, je crois bien que... C'est sur l'ensemble de la compétition. Oui, bien avant. L'équipe là était déjà en place comme des amis. Ça joue. Si tu vois, on repart en 86 avec la CAN ou le Cameroun. On arrivera là. Non, c'est juste un exemple. C'est pour te dire que toutes les équipes qui ont été conçues sur une base de fraternité ont été toujours des équipes qui gênent. Et c'est le cas de Didier Deschamps. Il a joué le calcio. Cette formation de fermer les trous, de ne pas lâcher, et a été aussi implémentée pour cette finale. Et comme le Boud venait de le dire, si tu vois la demi-finale et la finale, ça a été deux jeux différents. Un jeu de la finale à pouvoir déranger la Croatie de manière à tout donner et à avoir des failles et en même temps créer les espaces et presser très haut pour pouvoir créer des occasions. Et c'est ce qui est arrivé et la France méritait cette coupe parce que ça a été préparé bien avant. C'était une équipe qui était en place et il a tout juste fait des petites touches, éroder, amener des joueurs neufs et injecter de nouveaux souffles. Ok, on va comme ça dire bonsoir à Soumenier, à Jean-Bernard Kuaté, Fidom Djaoué qui nous regarde, Yaya Badji, Alain Chamo, on leur dit bonsoir, merci d'être fidèle internaute, Martin Oueladi, et merci d'être toujours là, d'être toujours fidèle internaute et téléspectateur de Média 2 Afrique. Alors, Boumou et la déception de ce mondial. L'Argentine, le Portugal, l'Espagne, qu'est-ce qui a péché selon vous? Je commencerai par l'Argentine. L'Argentine, en soi, n'est pas une équipe. On dirait que c'est un groupe de superstars, d'individualités qui ne peuvent pas jouer ensemble. Et c'est ce qu'on a vu. Et puis, avec un Messi qui, toujours,
n'est pas dans son assiette quand il joue avec l'équipe nationale. Parce qu'on a l'impression qu'il se force à Est-ce dire... que c'est pas parce qu'on met beaucoup d'espoir sur lui? Je ne crois pas. Quand on est un champion, on joue, quand on est un champion et qu'on arrive quelque part, on donne du sien. On ne regarde pas la pression parce que que tu le veuilles ou pas, il y aura pression. Qu'on te le dise ou pas, tu auras la pression. Alors il faut l'absorber et puis pouvoir exploser. Mais Messi, chaque fois, quand vous voyez la différence entre le Messi de Barcelone et le Messi de l'Argentine. C'est un grand fossé. Oui, un grand fossé. Il n'est jamais heureux. Il faut voir son visage. Il baisse la tête, mais à Barcelone, vous n'allez jamais le voir faire ainsi. Il baisse la tête, et, il est comme perdu. Et ça dénomine effectivement cette équipe. Un amas de joueurs, de superstars qui ne peuvent pas jouer ensemble. Mais Messi n'a jamais quand même plus percé en équipe nationale. Hein? Je crois qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise parce que il n'arrive pas à faire l'amalgame de jeu de Barça et l'apport à l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, c'est un bunch de superstars qui n'arrivent toujours pas à jouer. Depuis plus de 10 ans, l'équipe d'Argentine n'arrive pas à se poser comme une équipe qui, on a vu autant de Maradona, les autres équipes qui ont joué comme Chaga, c'est fini. Et donc il faut reconstruire cette équipe d'Argentine. Pour moi, si Messi va être là, il faudrait qu'il joue dans le blason comme les joueurs portugais. Oui, mais parlant du Portugal justement, est-ce que le Portugal ne pêche pas parce que tout repose sur Cristiano Ronaldo? Parce que lui au moins porte l'équipe. Oui. Moi, je crois que le Portugal a un problème, c'est que c'est une bonne équipe, une équipe qui joue ensemble, mais je crois que le talent n'y est vraiment pas comme dans certaines équipes. Le talent n'y est pas dans le sens où vous avez Ronaldo, vous avez Quaresma, bon, et puis le reste, c'est pas trop ça. Et moi, je crois que c'est ça, c'est là où le bas blesse un peu avec le Portugal. Et il y a du talent, certes, mais... Oui, mais pour vous, en 86, vous arrivez en finale de la CAN en Égypte en 86. On a qui dans l'équipe? Vous avez qui? Vous avez Milan. Et peut-être Kono au goal. Le reste, vous étiez des non-nèmes, entre guillemets. Ouais. Hein, vous, Émile. Voilà. On revient dans ce qu'il a avancé tout à l'heure, c'est l'équipe. Et il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est que l'altruisme est quelque chose de très important dans le foot. Le désir, la volonté, l'envie. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne pouvez pas avoir une bonne équipe. Vous pouvez avoir tous les meilleurs joueurs du monde que vous voulez, mais vous n'allez jamais faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette dégringolade de l'Espagne là? Est-ce que parce que l'équipe qui était portée par les Valdez, cette équipe est partie? Comment on peut expliquer cette dégringolade? Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, il n'y a plus de petites équipes, déjà, primo. Donc, tous ces grandes équipes Portugal, Espagne, tous ces grands... Oui, on a quand même vu l'équipe des Casillas, mais ils ont toujours sur le trône de l'Europe et même du monde pendant plusieurs années. Ils ont toujours cette impression qu'ils ont eu il y a 5-10 ans passés, qu'ils peuvent toujours facilement dominer. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que l'Espagne, le fait de changer d'entraîneur à quelques jours de la compétition, ça n'a pas un peu joué contre l'Espagne? Je crois que ça a beaucoup joué moralement, parce qu'un joueur de foot, c'est 85% là-dedans et 15% dans les jambes. Enfin, si vous n'êtes pas préparé mentalement, la force morale est quelque chose de très important quand on joue au foot. Et je crois que ça a beaucoup joué sur l'équipe d'Espagne. Et en plus, l'équipe d'Espagne, je crois qu'ils ont un peu dormi sur leur laurier. Parce que quand vous regardez l'équipe aujourd'hui, on ne l'a réellement pas changé. Non. Et ça va aussi avec les équipes africaines. On a tendance à dormir. On ne regarde pas les jeunes. Parce que vous savez, il y a un cycle. Chaque génération vient, et vous avez une période. Et la période de l'Espagne était révolue. Alors, ce qui fait que l'Espagne est arrivée avec les mêmes joueurs, et qui avaient déjà pris de l'âge. Et vous avez vu, les équipes ont beaucoup progressé. Toutes les équipes ont progressé. L'Espagne est venue, ils se sont dit, non, on peut le faire. Ouais. Sans voir que les autres n'ont pas dormi toutes ces années. Ouais. On a vu la jeunesse a beaucoup donné. Parce que quand vous voyez les équipes qui sont allées loin, sont des équipes qui étaient vraiment un peu plus jeunes.
Ok, on va prendre la première page publicitaire ici, en disant bonsoir à Love Love qui nous dit hello. La technique nous fait savoir que c'est le temps de la publicité. Après cette première page publicitaire, on reviendra sur le deuxième grand thème de la soirée, à savoir la CAN 2019 et sa préparation du côté du Cameroun. D'ailleurs, même, est-ce qu'elle aura lieu au Cameroun? Est-ce que la CAF permettra qu'elle se joue ou alors elle va se délocaliser au Maroc? On attend de voir. Est-ce qu'au niveau de la préparation en elle-même, l'équipe du Cameroun se prépare de manière efficiente? Let's wait and see. Donc, dans la deuxième partie de cette émission, juste après, derrière la page publicitaire, on va parler de ça. Mais comme on vous l'a dit, le plus gros, le plat de résistance de notre débat de ce soir, c'est l'actualité de ces deux professionnels que nous avons ici. Qu'est-ce qu'ils font depuis qu'ils ont arrêté leur carrière de football? Est-ce qu'ils continuent à donner des conseils aux jeunes dans le cadre du football? Est-ce qu'ils ont abandonné carrément le football? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pouvoir nous le dire ici ce soir dans la page de pub et on revient avec la CAN 2019. Mama, nyini mwanga ya matinde
je me mets à genoux au bateau. Je ne suis pas riche bébé, je ne suis pas belle, tu le sais. Je n'ai pas d'argent, je suis riche d'amour. Mon cœur est plein d'amour, amour pur et sincère. Je te donne mon corps. Chers internautes, chers téléspectateurs, nous revenons dans ce studio avec nos deux invités, nos deux invités de marque. Ce n'est pas donné chaque jour d'avoir à ses côtés un capitaine des Lions indomptables du Cameroun, un capitaine courage. En 88, on se rappelle, il a remporté la CAN au Maroc avec le brassard, même comme c'est le grand frère qui par la suite a récupéré le trophée des mains du prince. Hein? Donc, ce n'est pas donné. Hein? Et puis, un autre international africain, le coach Amouzou, ici ce soir. Donc, après la première partie qui vient de s'achever avec cette petite page de pub, on rentre dans la deuxième partie de notre émission. Cette fois-ci, nous parlons de la CAN 2019. La CAN 2019 a été octroyé au Cameroun et ça c'est à l'époque de Issa Hayatou, encore président de la CAF. Mais depuis que Issa Hayatou a été battu aux élections à la CAF et que le malgache Ahmad est devenu président de la CAF, il y a comme un complot entre guillemets contre le Cameroun, disent certains, et il y a aussi comme une dureté vis-à-vis du Cameroun, tout comme d'autres pensent que en fait c'est salutaire parce que les décisions prises par la CAF et la pression que la CAF fait sur le Cameroun permet que les infrastructures sont rénovées et même certaines sont construites au Cameroun qui depuis son indépendance n'a que deux grands stades, l'un à Yaoundé, l'autre à Douala, évidemment le stade de Garoua qui est aussi un autre stade de sport mais qui n'a pas la taille de ceux de Yaoundé et Douala. Alors parlons de cette CAN 2019. Vous avez espoir qu'elle se joue au Cameroun, Bombou Émile? Oui, j'ai espoir et c'est une bonne chose parce que la dernière était en 1972 et il faudrait vraiment qu'on ait cette grande fête du football africain au Cameroun. Vous la vivrez là-bas? Je crois bien, oui. Alors le coach, le Cameroun, organisation de la CAN. Si tu vois comme c'est le Cameroun qui a été l'une des équipes qui ont gagné plus de CAN, plus que les autres équipes, et qui a eu une seule fois qu'en 72, et depuis 72 n'a jamais reçu la CAN chez lui. Donc il fallait qu'on fasse tout pour que en 2019, la CAN soit assise au Cameroun pour pouvoir renouer ce football camerounais qui, pour moi, a été endormi depuis des années. Alors, coach Bombou Émile, comment est-ce que vous expliquez les mesures prises par la CAF, de nouvelles mesures qui sont prises par la CAF par rapport aux pays hôtes de la compétition, de la CAN? Vous trouvez que c'est des mesures salutaires, comme disent certaines personnes, ou alors vous trouvez qu'il y a un complot contre le Cameroun? Moi, je ne parlerai pas de complot. Parce que il faudrait que les choses soient bien faites. Moi, je crois que c'est une pression pour que les choses soient bien faites. Et le Cameroun devrait comprendre que quand on vous donne l'organisation de cette envergure, c'est des choses qui se préparent à l'avance. Mais on a parfois l'impression que chez nous, les choses prennent le temps. Les gens prennent leur temps, ne comprenant pas que c'est quelque chose de très important de faire les choses à l'avance. Alors moi je crois que c'est une bonne chose parce que ça nous met la pression. Et il faudrait que le Cameroun essaie de faire en sorte que ça marche.
Alors, vous êtes très loin de vos pays d'origine, vous êtes très loin du Cameroun, vous êtes très loin du Togo, mais à ce que je sache, vous avez sûrement quand même un œil sur les éperviers du Togo pour vous et sur les lions indomptables du Cameroun pour vous. Alors, vous, quels lions indomptables et quels éperviers du Togo alors, je commence par vous, quels éperviers du Togo dans le cadre de cette CAN 2019 si vous pensez que les éperviers vont se qualifier Possible et ne pas possible, parce que ça demande aujourd'hui se qualifier pour une coupe, une préparation intense, objectiver aussi les démarches des joueurs, l'encadrement, staff technique, tout ça là, c'est tout un travail. On ne peut pas se lever aujourd'hui qu'on va se qualifier pour une CAN demain, et puis quand on se qualifie. Apparemment, il y a un problème à débailleur chez vous. Oui, aujourd'hui, il dépasse ce cap. Il y a l'ancien entraîneur des Lions de table qui a siégé au Togo depuis 4 ans maintenant, qui est en train de faire un travail qu'il a fait au Cameroun. Aujourd'hui, Claude Leroy va dans les villages, dans les littorales. C'est là qu'il a commencé à dénicher maintenant des joueurs. Le même programme qu'il a installé au Cameroun, des années de mon capitaine, qui vraiment sorti une équipe qui est restée pendant 10 ans. Qui a été concurrent, c'est le même travail qu'il est en train de faire aujourd'hui au Togo. On va dire bonsoir à Léonce Carfilo, Maréchal Tiano, Makeba Armand qui nous regarde, Makeba Armand qui nous regarde depuis la Louisiane. On leur dit bonsoir, merci d'être fidèle téléspectateurs, fidèles auditeurs et auditrices pour Makeba. Alors, vous parliez de Claude Leroy, oui, le coach a dit beaucoup de choses, le coach Mbou Emile, Claude Leroy, mais on sait quand même que c'est le travail de Karen Swagen. Que Claude Leroy hérite du travail de Karen Swagen. C'est-à-dire, quand il vous amène au Brésil, une cinquantaine de joueurs, quand il arrive au Cameroun, il nous amène au Brésil, c'est quand même une bonne cuvée venant de Karen Swagen. Oui, je crois que Karen Swagen nous a pris quand nous étions encore des juniors. Et il nous a inculqué la force du travail, la discipline. Et ensuite, quand Claude Leroy est arrivé au Cameroun, nous étions, je me rappelle bien, nous étions au tournoi international de Toulon. Et on l'a présenté, on nous a dit voilà le nouvel entraîneur de l'équipe du Cameroun. Alors il s'est présenté, il a dit je suis Claude Leroy, je suis votre nouvel entraîneur. Et je crois que mon équipe sera basé sur vous. Ok, on va revenir sur ça. Parlons donc des Lions de la CAN. Les Lions sont d'office qualifiés pour la CAN parce que c'est le pays organisateur. Si jamais on ne retire pas cette organisation au Cameroun, tel que ça se dit, alors vous pensez quand même que les Lions pourraient rééditer l'exploit du Guinée-Gabon? La première des choses que je dirais, c'est que si je dis oui, ça veut dire que c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Mais je voudrais qu'on se dise les vérités parce que le système est très délétère. Les choses ne marchent pas comme il faut. Et qu'on soit à la veille de la Coupe de la Fédération au Cameroun et que nous n'ayons pas d'entraîneur, je crois que c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Et c'est dommage que ce soit dans ce sens parce que je crois que pour qu'il y ait une bonne osmose dans l'équipe, il fallait qu'on essaie de faire une détection de joueurs. Parce que, par exemple, quand Claude Leroy était au Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait un peu partout, dans toutes les provinces du Cameroun, il allait regarder comment ça se passait et tout, ce qui fait qu'il est rentré dans le bain. Et il a compris comment ça fonctionnait. Mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui, malgré qu'on n'ait pas appris du passé, je revois les mêmes erreurs en d'autres temps. Ça fait déjà près de 25 ans, près de 30 ans que nous sommes partis, mais on revoit les mêmes erreurs. Et nous avons gagné la dernière CAN. À partir de là, je me suis dit qu'on allait comprendre qu'il fallait changer les choses. Mais je m'aperçois qu'on n'apprend toujours pas. Toujours les mêmes travers, les mêmes erreurs. Et on se dit, le Cameroun c'est le Cameroun. Non, le Cameroun n'est pas le Cameroun. Notre football est malade. Le Cameroun c'est le Cameroun. Notre football est malade. Et ça c'est vrai. Et c'est pas normal du tout. Ok, on va dire bonsoir à Benjamin Tchatcho qui nous regarde. Bonsoir à toute l'équipe. Benjamin Tchatcho, nous vous disons aussi bonsoir et merci d'être fidèle téléspectateur, merci d'être fidèle internaute. La Perle Noire, bonsoir, vous avez toujours été là chaque vendredi soir pour regarder le débat, au point de le rappeler quand des choses ne marchent pas. Merci pour votre fidélité. Alors, Mbou Emile, parlons de ces lions indomptables. Oui, on n'a pas d'entraîneur aujourd'hui, mais alors ce fighting spirit qu'on a vu à votre époque là, on a un peu revu en 2000 avec la dernière CAN quand même, ce fighting spirit. Vous ne pensez pas que ce fighting spirit là, c'est ça qui amène les gens à dire le Cameroun, c'est le Cameroun, l'impossible n'est pas camerounais? Mais moi je crois que nous sommes en train de dormir.
Et On vous a vu dormir quand même dans le sous-sol du stade Auguste Mamadou Ahidjo Oui, bien et sûr. pour aller remporter les compétitions. Bien sûr, mais là n'est pas le problème. La dernière fois, nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais là, la Coupe des Nations, c'est au pays, c'est une pression supplémentaire. Alors, si aujourd'hui, on ne fait pas des petits rassemblements par-ci, par-là pour amener les joueurs ensemble, on a parlé, je parle encore une fois d'altruisme. Il faudrait qu'on ait une équipe qui joue ensemble. Et on a vu les derniers matchs amicaux, ce n'étaient pas vraiment des adversaires de haut niveau. Bon, mais on n'a réellement pas vu un jeu qui ressortait, un jeu léché. Et c'est là le véritable problème. Parce que même les jeunes qui sont à l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont cette fibre-là, cette fibre de mourir pour la victoire. Parce que comme on a parlé du désir, parce que quand on n'a pas de désir, on n'a pas cette volonté et on n'a pas ce mental d'aller chercher la victoire, ce ne sera pas facile. Oui, vous parlez de jeux léchés et dénués de beaucoup de déchets. Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a quand même longtemps que le jeu léché a foutu le camp du côté du Cameroun? Oui, mais on a des joueurs on a des joueurs professionnels. Et avec là où ils sont, je crois tactiquement, ils devraient apporter un plus à l'équipe. Et on s'aperçoit parfois que quand ces jeunes viennent à l'équipe nationale, c'est plus la même chose. Ils n'ont plus cette rigueur tactique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon. Ok, c'est pas l'apanage du Cameroun et même au Togo. Est-ce que ce n'est pas un problème de système dans les pays africains, des dirigeants? Est-ce que ce n'est pas eux qui sont à la base? C'est toujours le problème du territoire d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, si les Blancs arrivent à gagner, ou bien la France ou les autres équipes arrivent à gagner une Coupe du Monde, c'est qu'ils se mettent bien en avant. On a quand même vu le Togo au Mondial 2006 avec tout un désordre. Mais ça a été tout un désordre. Ça a été tout un désordre parce que, problème de prime, quelqu'un veut mettre ça dans la poche, on ne veut pas donner cet argent aux joueurs et la préparation n'a pas été suivie et on arrive à deux jours d'une grande compétition. Les joueurs n'ont pas reçu leur prime. Comment vous voulez que vous espérez avoir un résultat à la suite? Donc, si nos dirigeants ou les mentalités ne changent pas derrière notre football, le football africain ne va pas avancer. Ok, on va dire bonsoir à Bonim Bou qui nous regarde depuis le New Jersey. Fleury Lambert Kamga, merci d'être fidèle internaute et fidèle téléspectateur. Fleury Lambert Kamga, bonsoir. Alors, Bombou Emile, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de football camerounais, est-ce vous qui êtes une ancienne gloire et bien d'autres anciennes gloires, alors le nouveau texte, la nouvelle charte des sports donne une place de choix aux anciennes gloires. Vous avez connaissance de cette nouvelle charte des sports? Celle où on a nommé Sinkot? Non, là c'est la nomination du comité de nomination. C'est la nouvelle charte qui a été, puisque la FIFA a imposé au Cameroun une nouvelle charte des sports et qui a été adoptée dernièrement, ce qui est passé par l'Assemblée nationale. Et j'ai vu le coach Karam d'ailleurs, j'ai vu le coach Karam jubiler parce que disant que les anciennes gloires ont désormais voix au chapitre. Alors, si c'est le cas, effectivement, est-ce que vous êtes prêts si on fait appel à vous? Oui, je suis prêt parce que le Cameroun c'est mon pays et je voudrais, tout ce que je fais par exemple ici, je voudrais bien le faire au Cameroun. Et je crois que nous avons été applaudis, adulés par le peuple camerounais. Et la seule chose que nous pourrons faire en retour, c'est de donner aux jeunes de chez nous ce que nous avons pu apprendre. Vous avez déjà contacté au moins une fois? Pas directement, mais si, parce que le Cameroun est spécial. Alors vous êtes une ancienne gloire et une vieille gloire togolaise. Est-ce que du côté du Togo, les anciens éperviers, est-ce qu'ils ont voix au chapitre? Tu sais, la politique a été trop mêlée au sport au Togo que même les anciennes gloires aujourd'hui ont peur de s'y mettre. Donc ce problème de ouvrir la porte aux anciennes gloires, de donner ce qu'ils ont appris, n'est pas assidu chez nous. Parce que ceux qui sont derrière veulent toujours amener quelqu'un qui ne connaît pas le travail pour pouvoir toujours gagner dessus. Donc si nous, les connaisseurs, on y est là parce qu'ils ont peur, parce que les mêmes problèmes qu'ils ont eu avec nous à notre époque, ils ne peuvent plus le faire maintenant aujourd'hui. Donc il y a ce problème de blocage des dirigeants.
de ne pas changer de mentalité, mais de garder toujours cette même mentalité, de remplir leur poche, que d'offrir ce que nous on a offert à notre peuple. Ok, pour revenir sur le Cameroun, vous avez votre carte du Sinafoc, de l'AFC, l'ancêtre du Sinafoc? Non, je n'ai aucune carte. Vous n'avez jamais été membre de l'AFC? Non, non. Et pourtant, c'était l'association des footballeurs, hein, en général. C'est un de vos mentors qui était d'ailleurs président. Je ne voulais pas trop me mêler à cela, parce qu'en fin de compte, quand on voit les choses, on voit que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien du tout. Pour moi, ce que je souhaite pour le Cameroun, c'est qu'on fasse un programme, un curriculum, parce que c'est pas normal, il n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun, avec une fédération, qu'on n'ait pas un curriculum, qu'on n'ait pas une certaine philosophie pour nos équipes. Parce que si on voudrait bâtir un bon football, il faudrait qu'il y ait un curriculum qui est clair et net, il faudrait qu'il y ait une philosophie, un bon championnat, et plus important, un championnat des jeunes, parce qu'on fait la détection, on prend ces jeunes, on fait un championnat de jeunes. Parce que par exemple, nous, on a été découverts par le championnat junior. Et qui n'existe pas comme dessus. Alors, moi, je crois que tout ce dont on parle, on débat sur tout, mais la vérité est qu'on ne fait pas les choses comme il faut. Oui, mais est-ce que les écoles de foot ne sont pas venues détruire un peu... vous parlez du jeu léché là. Oui. Est-ce que ce n'est pas venu détruire un peu le génie, hein, les écoles de foot? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'éclosion des écoles de foot, et puis maintenant la course hein, des promoteurs de ces écoles, du moins il y a des grands promoteurs qui se battent pour positionner leurs poulains. Et est-ce que c'est pas cela qui déteint un peu sur le jeu venant de manière aussi brute, le jeu, vous l'avez fait dans la rue et tout et tout. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Hein. Voilà, je suis en train de parler, tantôt je parlais du curriculum. Oui. Le curriculum, c'est quoi? Dans le curriculum, on définit une façon de jouer. Et la philosophie, c'est quoi? C'est ce que nous voulons faire avec nos équipes. Alors, quand vous regardez toutes nos académies, l'académie, c'est bien d'avoir une académie, mais l'académie fonctionne sur quoi? Sur quelle base? On parle de l'académie des brasseries, l'académie de UCB, mais quand vous les voyez, qu'est-ce qu'ils ont? Rien du tout, parce qu'il n'y a pas de base. On place juste les joueurs, mais on ne comprend pas que c'est la base de notre football. Tous ces jeunes qui sortent, c'est la formation. Et la formation est basée sur quoi? Sur une philosophie. Parce que si on impose cette philosophie à ces centres de formation, nous aurons de très bonnes équipes. Parce que ce sera une définition principale. Nous voulons jouer comme ça. Par exemple, quand vous nous regardez jouer, vous faites quoi? Par exemple, dans mon école de foot, par exemple, c'est quoi? C'est partir de l'arrière avec le ballon. Voilà, et remonter. Mais chez nous, c'est quoi? Rien du tout. Balancer le ballon, balancer. Ok, bon, est-ce que, je crois que c'est la loi, c'est le placement, ou bien, oui. Est-ce que c'est pas à l'origine du... Parce qu'aujourd'hui, les écoles de foot, les académies et autres, en Afrique, de manière générale, pensent seulement à ces retombées-là, c'est-à-dire même les indemnités de formation. Par exemple, quand on prend Ribéry, c'est pas seulement en Afrique. Quand on prend Ribéry, on a vu qu'en Ribéry, il y a eu l'éclosion de Ribéry. Même, c'est-à-dire, l'équipe, la toute première équipe, hein, quelque part dans un village, il y a eu quelques royalties. Est-ce que tout cela n'est pas... Est-ce que cet argent qui est entré de plein pied là, hein, dans le foot, ces grosses sommes mirobolantes, est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine vraiment de la décrépitude du football africain de manière générale? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, le football a besoin de l'argent pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si aujourd'hui on parle de curriculum, on parle de toutes ces philosophies, donc il faut voir tous les outils qu'on a besoin autour de ce football pour pouvoir donner cette formation de base. Qu'aujourd'hui, quand on parle de la brasserie ou d'une académie au Cameroun ou au Togo, ils ont seulement le nom académie. Mais est-ce qu'ils ont les outils de préparation? Ils n'ont pas. Oui, mais on a quand même des jumelages hein, entre ces écoles de foot et puis des écoles en Europe. On a quand même les bracelets, par exemple, qui organisent tout récemment, ils ont organisé un tournoi où il y avait des recruteurs de Marseille, de Montpellier, de plusieurs... C'est très amusant. Je vois ça tout le temps sur les réseaux sociaux. Et ça m'amuse beaucoup.
le jumelage ne veut pas dire la formation. Le jumelage n'est pas la formation. Le jumelage, c'est quoi? Ça revient à la même chose. Il y a des enfants qui sont pétris de talent, qu'on vient chercher, on les amène, ils n'ont eu aucune formation. Ça revient à la même chose. On n'avance pas. Est-ce que nous avons les outils pour former ces enfants? Je ne crois pas. Les entraîneurs de ces centres de formation, qu'est-ce qu'ils connaissent sur les nouvelles techniques? Je ne sais pas s'ils les connaissent. Pourquoi ne font-ils pas des recyclages? On amène des entraîneurs qui vont recycler nos entraîneurs de première, deuxième, troisième division, un peu partout, qu'on les amène et qu'on recycle les joueurs, et qu'on recycle les entraîneurs. Et même, déjà, mettre au parfum les enfants qui jouent et qui veulent le faire dans le futur. Ça, c'est tout un programme, M. Mbouémil. Si on vous donne la DTN, je crois que vous êtes un bon client pour la DTN. On va dire bonsoir à Bonim Mboué qui revient, qui apprécie le débat, qui dit c'est très bon. Et chers téléspectateurs, chers internautes, merci pour votre fidélité. On vous l'a dit, Média 2 Africa est une chaîne de proximité. Nous sommes contents que vous nous accueilliez chez vous. Et puis, information générale, société, politique, culture, économie, etc. À Média 2 Africa, nous ne faisons pas la fine bouche. On va prendre un dernier tour de table dans le cadre de cette deuxième partie, puis on va prendre une page publicitaire. Et pour revenir avec notre plan de résistance. Alors, le dernier tour de table, alors, vous êtes tous d'accord que le Cameroun doit organiser la CAN 2019? Oui, mais avec cette sécurité qui les a été ordonnée, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas amener les gens sur un terrain qui le terrain n'est pas bien non sécurisé. Si on se rappelle quand même qu'en Angola, moi j'étais là-bas, en Angola, en 2008, au Cabinda, l'équipe du Togo a eu perdu des armes. Donc voilà, c'est ça, donc le Cameroun a intérêt à s'organiser pour que, puisque Limbe est d'ailleurs parmi les villes qui vont accueillir la compétition, Oui, moi je crois que le problème sécuritaire est très important et il faudrait que le gouvernement mette tout en place pour que ça se passe de façon tranquille. Et j'espère que ça va marcher. Que la CAF ne réussira pas son coup de retirer la CAN au Cameroun. Non, que le Cameroun reçoit pour la deuxième fois depuis 1972. Ok, très bien. Donc, on va voir avec la technique là, pour la deuxième page publicitaire. Puis on va revenir avec notre plein de résistance. À ce moment, on parlera de la carrière de Mbouémil et on dira quelque chose sur la carrière du coach Amouzou et on parlera de leur actualité, ce qu'ils font depuis qu'ils ont arrêté d'être joueurs actifs sur le terrain. Et même comme footballeur, c'est à vie, n'est-ce pas? Oui. Alors, la deuxième page publicitaire. Que papa Samsung quoi comme que quoi de mes choses comme no man Ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné. Mais que tu m'abandonnes aujourd'hui, cela ne suffit pas. La femme que j'aime ne m'aime pas, à cause d'un homme qui ne l'aime pas. C'est comme ça la vie, on peut pas changer, on peut pas changer. Salut, c'est Junior Yango. Je vous invite à regarder la chaîne de télévision Média 2 Africa, basée aux États-Unis d'Amérique. C'est la meilleure.
De plus, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous commençons par dire bonsoir à Bilor Laflamme qui nous salue, à Saumenier qui apprécie le débat, et d'ailleurs Bilor Laflamme qui approuve aussi notre sélection musicale, très belle chanson de Zaïna et très bon panel. Alors maintenant c'est notre page de résistance comme nous vous l'avons dit. On va parler de la carrière de ces deux footballeurs professionnels, ces deux anciens footballeurs professionnels que nous avons sur ce plateau, et on va évoquer leur actualité. Et on va commencer par ma gauche, Boumbo Émile, vous l'avez si bien dit, vous avez commencé par les juniors de l'Union de Douala, et on vous a surclassé, et l'un des matchs fumants que vous avez joué après quand vous êtes surclassé, c'est la finale de 83, de la Coupe du Cameroun contre Canon de Yaoundé. Alors, l'histoire raconte que quand on vous a sorti, Abega a applaudi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas s'il a applaudi. La seule chose que je sais, c'est que le coach m'a fait sortir. Et vous meniez 2-0. On nous menions 2-0. J'étais au marquage d'Abega qui n'a pu rien faire tout le match. Ouais. Et c'est quand je suis sorti, la première action juste après ma sortie a été fatale. Et nous avons basculé complètement. On a perdu. Vous perdez 3-2. 3-2. Donc votre sortie quand même était pour beaucoup, ça a été dit. Même comme après, il y a certains de vos coéquipiers qui ont été accusés. Est-ce que c'était injustement? Est-ce que c'était avec raison? Je pense au gardien Gongan, à Doumbelea et Ndjea René. Doumbelea et Ndjea qui sont après allés dans le rail de Douala. Oui. Qu'est-ce que vous dites de ces accusations? Non, moi, près de 25 années, près de 30 ans plus tard. Non, je ne crois pas que ces accusations aient été fondées parce que je crois que quand on a pêché, tactiquement encore, on parle de la tactique tout le temps, on revient sur la tactique. On avait pêché tactiquement parce qu'on était en train de très bien jouer. On avait bouché toutes les ailes, on a bouché tous les trous. Ce qui fait que, vous savez, parfois, quand un coach met un système en place et qu'on remplace un élément, parfois, ça fait que l'équipe tombe complètement et c'est ce qui est arrivé. C'est tout. Vous confirmez par là que votre sortie, comme jusqu'aujourd'hui les unionistes pensent que c'est votre sortie qui avait fait la rencontre basculée. Et qu'est-ce que vous avez dit au coach? Je crois que c'était Seke ou Djelizek ou Abon à l'époque. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit au coach? Je ne sais pas. Il m'a demandé de sortir. Je ne sais pas très bien pourquoi. Vous étiez quand même essoufflé déjà? Non, je n'étais jamais essoufflé. Non, puisque c'était un junior qui... Oui, on m'avait monté junior et je faisais le boulot. Et moi, je n'ai pas compris. Le coach m'a dit, bon, tu peux sortir. La seule chose que je me rappelle avoir entendu, c'est qu'il m'a dit, ça va, tu as bien joué, nous sommes en train de mener. Et tu es jeune, tu vas encore jouer une finale. On va mettre un ancien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dehors. On va dire bonsoir à Martine Métrage qui nous regarde, qui nous a toujours regardé les vendredis soirs. Et avec Boumbo Émile qui revient comme ça sur cette finale inédite de 1983 au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Union a perdu cette finale dans les 15 dernières minutes. 3-2. L'Union menait 2-0 et le coach décida à l'époque de remplacer Boumbo Émile qui jouait, qui marquait feu Dr Théophile Abega. Et juste après la sortie de Boumbo Émile, ça a basculé. Alors vous avez eu quand même des histoires comme celle-là pendant votre carrière, coach? Oui, moi aussi, j'ai évolué aux Aiglons de Lomé, à l'équipe de la capitale. Et je suis monté aussi comme des cadets d'abord, je suis classé en junior. Et très tôt, vers 15 ans, 16 ans déjà, je commençais à jouer en première division. Et j'ai eu la chance de remplacer mon capitaine titulaire. Et il n'est plus revenu jamais dans l'équipe. Donc j'ai pu voir ça. Jusqu'à je suis monté en équipe nationale cadet en 80. Donc il y a des choses comme ça dans nos clubs en Afrique qu'on veut toujours respecter l'ancien. Qui jouait avant toi, et ça nous cause des torts très souvent dans les... Ok, très bien. Alors, coach Boumbo Émile, alors ça c'est 83. En 84, vous perdez notre finale de Coupe du Cameroun contre Diem Dikam. Ça c'est à Douala. Et on dit que le stade a tremblé ce soir-là.
Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas entendu, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu les gens dire que le stade a tremblé, mais je n'ai rien ressenti sur le terrain. Mais il faut avouer que cette finale, on ne l'avait pas bien préparée. Parce qu'on avait pêché. Mais vous avez un avance entre Djouma Choua, Feu Djouma Choua, Oui. qui a raté tellement de buts ce soir-là. Oui, c'est pour ça que je disais qu'on a pêché par beaucoup de pertes de balles. Et la finition n'était pas au rendez-vous. Ce qui fait que l'équipe adverse a eu la chance d'avoir leur occasion. Ils l'ont mise dedans. Et Le joueur même qui était attendu, Bako, là, Oui. était sous les ténoirs. Oui. Il a même été remplacé. Oui, Et c'est Samé qui vient de nulle part avec un but. oui. Vous vous rappelez de tout? Ah oui, cette finale-là, j'étais assis juste avec mon papa, juste sous ses cuisses. J'étais au stade avec mon papa, le ministre Bongo Dieu a présidé la finale. Je ne peux pas oublier cette finale-là, puisque je suis unioniste dans le sang. Alors, on va dire bonsoir à Edwige Djamo qui nous regarde aussi ce soir. Et donc, alors, en 85, très belle année. En 85, la Coupe afro-asiatique. Et après ce périple au Brésil, et puis la finale en 85 à Yaoundé encore. Un but de Motol, un but de Roger Fenba, Mbou Emile Capitaine Courage. Racontez-nous un peu cette finale. Je crois que, encore une fois, on faisait un groupe d'amis. Parce que quand vous voyez tous ceux qui jouaient, nous étions des amis déjà à l'école, on jouait ensemble. Et Vous étiez à Dulevant? non, j'étais à l'ISES. À ISES. C'est quoi, c'est Motol qui était à Dulevant? Motol qui était à Dulevant. Motol était à Dulevant, Oui. ok. Ce qui fait qu'on était arrivés, l'insouciance et tout. On s'est dit, voilà, une bande d'amis. On est en train de jouer une finale de Coupe du Cameroun. On voulait la gagner. Parce qu'on se disait, on a échoué 2 fois de suite. Il fallait qu'on gagne celle-là. Alors, on s'y est mis et on l'a gagné. Ouais. Alors, Gondia Bloché dans les buts, Ouais. et Boyabilé, Enoka, Edmond, Aïna, de l'autre côté. Et, Samo. donc, de Toulon, on n'a pas joué cette finale. Non, Toulon n'a pas joué cette finale. Oui. Bon, ça c'est 85. Ouais, 85. Et Ouais, il était pas là. Zepa. c'est pas Alassane qui fait du très beau dribble. Ouais, qui fait une entrée remarquable. Et il faut le dire, chers téléspectateurs, que ce fut le premier match retransmis en direct par la télévision camerounaise, la finale de 85. 2 buts de l'Union de Douala, l'un par Motol et l'autre par Roger Fenba. Jacques Songo dans les goals de Canon de Yaoundé, qui encaissait 2 buts. Motol qui était d'ailleurs son ami. En fait, il faut dire que le football camerounais a pris beaucoup d'eau, parce que tous ceux qui jouaient à l'époque se connaissaient, et même dans diverses équipes, c'est des gens qui avaient cheminé ensemble. Donc, alors en 85, on peut dire que c'est vraiment le déclic de votre carrière. Oui. C'est vraiment le déclic. Parce qu'après 85, on se retrouve à la Cannes 86 avec Claude Roy et cette bande de jeunes gamins à l'époque, Njibakem, et avec quelques vieux comme Sinkot qui étaient là, Roger Mila, Fédé, Thomas Kono, Abega Théophile qui se casse contre la Zambie au premier match. Alors, cette Cannes de 86, beaucoup d'histoires autour de cette Cannes de 86 et cette finale que vous perdez au tir au but face à l'Égypte. Alors, vous avez des anecdotes pour nos téléspectateurs par rapport à cette finale de 86 au Caire? La seule anecdote est que c'était pas quelque chose de particulier. Et c'est comme je disais, Au moment qui se casse pendant les préparations. Oui, les préparations, il ne participe pas. Et ce qui fait que Roger était en pointe. Et Mbida est arrivé, Mbida était là, Abega, le feu Abega était là, Sinkot Isaac était là. Et nous étions encadrés par des anciens et qui nous ont vraiment mis sous leur houlette. On était vraiment préparés. Et le coach Claude Roy, qui nous avait motivés, et il nous a fait croire que nous étions les plus bons du monde. Chacun à son poste. Il nous a dit, voilà, c'est votre chance, vous devez nous montrer. Parce qu'au Cameroun, à ce moment, tout le monde se demandait, mais ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et nous étions préparés physiquement, mentalement et tout. Nous y sommes. Et il fallait jouer. Nous avons donné tout ce que nous avions. Et on a vu ce que nous avons fait. En finale, malheureusement pour nous, on a perdu au tir au but. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Mais c'était... Il faut terminer avec le pénalty. Oui, le pénalty. Et ça a été très difficile parce qu'il fallait le consoler.
toute la nuit, il fallait le consoler, il dit non, ça va, ce sont des choses qui arrivent. Et on s'était rassemblés, on s'est dit, la prochaine CAN, nous l'aurons. Ah oui. Oui. D'où la CAN 88. 88. Nous faisons fi des coupes de l'UDEAC et tout. Ouais. La CAN 88 au Maroc. Ça nous façon un peu votre carrière avec Oui. nos internautes. Pour qu'il faut que les gens sachent, il ne faut pas qu'on voie ça en bagage. Ouais. Qu'on sache vraiment qui vous êtes. Vous qui avez été capitaine des Lions et Notables, de l'Union de Douala, de Diamant de Yaoundé et des Lions et Notables. Et ce bout d'homme, comme on disait, teigneux et très teigneux, ça est chargé de mission. On l'a vu, on vous a vu mettre sous les teigneux à Aziz Boudeba. Là, ils sont nombreux comme ça que vous avez pratiquement éteint pendant les matchs de football. Donc en 88, nous sommes au Maroc. Mais avant d'arriver en 88, l'histoire raconte quand même que quand Wagen cherche un avant-centre, c'est vous qui demandez à André, à votre ami André, mais attends, François peut faire l'affaire. Ouais. Ouais. Ça se passe comment? Nous sommes en stage et là je suis encore junior. Ouais. On est en stage, on se préparait pour un match. Alors le coach vient vers moi et me demande on n'a pas d'avant-centre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça me fait tilt dans la tête et je me dis mais on a un avant-centre. Et j'appelle Canabi, je lui dis mais François est là. Et on appelle François le lendemain et c'est comme ça que François est venu et c'était parti. Ouais. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Non. Aujourd'hui, vous êtes quand même, ça fait plusieurs années, vous pouvez quand même dire des choses. Hein. Oui. Il n'y a plus du saut du secret. Ouais. C'est des choses qu'on peut dire aujourd'hui. En 88, au Maroc, donc, il y a ce match Cameroun-Maroc. Ouais. Ce coup de tête de Canabi, on dit qu'il a cassé le nez d'un Marocain. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été le tournant? Ouais, ça a été le précurseur de notre bonne marche pour ce match-là. Parce que quand Cana fait ça, ça change toutes les données. Ça change toutes les données. Et je crois que, comme on dit souvent... Alors si c'était aujourd'hui, il devait avoir la vidéo... Oui, mais je crois qu'il aura un carton rouge. Ok. Oui, il aura un carton rouge. Bon, il y a eu provocation, mais vous savez, quand vous êtes sur le terrain, il y a toujours des provocations. Et Canabi n'était pas retenu parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'autre joueur lui a craché dessus. Et il lui a demandé pourquoi si tu fais ça, le gars lui a balancé le bras. Et Cana a dit c'est à moi que tu fais ça. Alors le gars a avancé, il était là, Cana a vu, lui a donné un coup de tête. Et ce qui fait que vraiment, psychologiquement, c'est là où nous avons gagné le match. Parce que ça a créé un désordre incroyable dans les rangs adverses. Et c'est là où on a profité. Ouais. Donc, le but de Makanaki qui vient sauver la mise, vous étiez quand même convaincu que vous pouviez faire quelque chose, Oui. même comme c'était devant le public marocain. Ouais. Et il paraît qu'il y a eu une chasse aux sorcières après, hein, dans les rues de Casablanca, tout et tout. Oui, le match était fini, je crois, dans les 20h, mais nous sommes sortis du stade à 1h du matin. Parce qu'il fallait parce que les gens attendaient le passage de notre bus pour faire je ne sais pas quoi. Alors il a fallu que la police aille dans les rues, nettoyer tout le monde. Et nous sommes partis du stade à 1h du matin. On a traversé la ville comme si c'était une ville fantôme. Et c'est ce qu'on a pu arriver à l'hôtel sain et sauf. Ok, on va dire bonsoir à Romaric Cueillette qui nous regarde, à Betty Fashion Fanon qui nous salue. Alors, toujours par rapport à votre carrière. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pour nos téléspectateurs le retrait de Koundé Emmanuel au poste de libéraux et que vous héritez carrément du poste de... Ça s'est passé facilement, il y a eu beaucoup d'explications. Parce qu'on a vu par exemple les Lions et Notables aujourd'hui avec le passage du témoin au niveau des capitaines qui a créé beaucoup de problèmes, un écran désordre entre Son et To, d'aucuns disent créés par Paul Le Gouin, d'autres créés par la fédération. Mais à votre époque là, ça a été facile le passage du témoin à votre poste, puisque vous veniez, vous étiez le meilleur, mais il y avait quelqu'un, un ancien. Et il a été mis en retrait un peu au poste de libéraux. Ouais. C'est une autre facette de notre équipe en 90. C'est-à-dire les anciens étaient très humbles.
ils étaient humbles, et c'était des gens qui nous respectaient. On était jeunes, on était plus jeunes qu'eux, mais ils nous donnaient beaucoup de respect. Et ils voyaient tout ce qu'on faisait, le travail qu'on mettait à l'entraînement, pendant les matchs. Et Benetti, Koundé, oui, quand on l'a mis comme libéraux, qui était un poste qui lui allait à merveille, parce que c'était quelqu'un de très calme, de très posé, et qui pouvait vraiment faire l'affaire derrière. Et on lui a dit, voilà, tu peux y aller sans problème. Et il était parmi ceux qui m'a donné les conseils. Il m'a dit, tu sais, prends ce poste et fais le boulot. Nous, on sera derrière, on sait que tu es là devant nous. On va travailler la main dans la main. Et quand tu as un pépin, tu me demandes des conseils. J'ai demandé des conseils. Il était là, il m'a couvé comme une mère poule. Il m'a donné plein de conseils qui m'ont aidé dans le futur. Et exactement comme Kamga Joseph, dans l'Union de Douala, qui m'a couvé quand je suis arrivé des juniors, très jeune. Qui est toujours à la LGBC, il n'est pas encore à la retraite. Non, pas encore. Il est toujours à la LGBC. Oui, nous sommes en contact tout le temps. Ouais. Kamga Chat. Ouais, Chat. Voilà. Et franchement dit, Kamga, j'ai beaucoup appris auprès de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la carrière qu'il fallait, mais vraiment c'était quelqu'un de bien. Oui, parce que ce n'est pas son départ de l'Union pour Unisport qui a un peu joué contre sa carrière à un moment donné. Un peu aussi, c'est dommage qu'il soit parti. Et passer à l'équipe nationale à ce moment, c'était plus Cadon et Union et un peu Tonnerre. Voilà. Ouais. Donc nous sommes là, vous êtes rentré rapidement en 90, alors que nous étions en 88 là. Oui. Donc en 88, on gagne en finale contre le Nigeria. Ouais. On gagne contre Keshi, Okoradji. paix à son âme, Okoradji, paix à son âme. Keshi me revient surtout parce que dans mes péripéties de jeunesse sportive, j'ai le rencontré plusieurs fois. Donc cette finale, racontez-nous un peu cette finale. C'était vraiment une finale au couteau. Parce que de par l'histoire, Cameroun et Nigeria, c'est toujours la guerre. Le Nigeria se dit toujours, quand on rencontre le Cameroun, il faut qu'on gagne le match. Alors ce match a été, psychologiquement, c'était très difficile de le démarrer. Et le Nigeria a démarré le match sur les fanfares de roue, c'était avec une vitesse incroyable. Ils ont marqué un but refusé. Et c'est là où on s'est réveillé, on s'est dit, mais c'est pas possible. On est quand même en train de jouer une finale. Alors on s'est calmé et on avait nos petits mots qu'on se lançait. Parce que quand on lançait tellement, on savait ce qu'il fallait faire. Et ce qui montre la complicité entre nous. Alors on a démarré le match. C'est là où notre match a effectivement démarré après le but refusé. Et c'est comme ça que nous avons mis une pression vraiment haute. On jaillissait par-ci par-là. On faisait une pression incroyable sur eux. Ce qui fait qu'on les a sevrés de ballon. Et le match, on l'a pris en main. Et on a gagné le milieu de terrain. Et puis on n'arrivait plus à développer leur jeu. Alors, vous gagnez dans cette finale. Vous êtes capitaine durant toute la rencontre. Mais au moment de prendre le trophée, ce n'est plus vous. Oui. Comment expliquez-vous cela? Alors, je vais dire clairement à ceux qui ne savent pas, c'est que Roger Mila, on avait déjà discuté avant, il avait dit qu'il allait à la retraite. Et je me suis dit, voilà, c'est notre grand frère, je vais lui donner la possibilité de pouvoir prendre le trophée. Et je suis allé vers lui, sans que le coach ne soit au courant. Je suis allé vers lui, j'ai dit, Roger, je voudrais que tu ailles prendre le trophée. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, je suis sûr. Tu prends le trophée. Il a été surpris, il a failli pleurer. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, non, Roger, tu prends le trophée. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est une décision qui est venue de mon cœur. Parce que c'est pas parce que je vais aller lever le trophée que ça m'enlève qui je suis. Ça m'enlève à rien qui je suis. Je sais que je suis le capitaine, mais Roger va prendre le trophée, c'est mon grand frère. Et c'est lui qui est notre porte-drapeau. Et je voulais que ce soit comme une reconnaissance pour moi qu'il allait prendre le trophée parce qu'il nous avait dit qu'il allait à la retraite. Et il y est allé. Il n'est jamais à la retraite. Il n'est jamais à la retraite. À cette période-là. Mais moi je suis fier que Roger soit allé chercher le trophée. Ok, Jean-Bernard Kouyaté, nous lui disons bonsoir. Et Vanessa Tchaba, qui nous regarde aussi, nous lui disons vraiment bonsoir. Alors, nous sommes toujours en 88 là. Ok, on a remporté cette CAN, mais 2 ans plus tard, c'est le flop en Algérie. Oui, il y a eu beaucoup de choses en Algérie, parce que moi, je n'y étais pas, mon club a refusé de me libérer. Oui, je parle des noms de nous. Oui, a refusé de me libérer. Et nous sommes allés, il y avait plein de problèmes. Comme d'habitude, les problèmes logistiques, les problèmes financiers. Parce qu'on a vécu ça même jusqu'à la Coupe du Monde. C'était un chaos total.
Alors, ce qui fait que ça a été mauvais, mais on a pu se regrouper et puis les choses ont marché. Justement, ça nous fait chuter sur la Coupe du Monde 90. La Coupe du Monde 90, Feu Fédé nous racontait dans une émission un jour au Cameroun que, non, N'Djipakem, pas Feu Fédé, N'Djipakem, que c'est quand Feu Fédé dribble 3 Argentins que vous reprenez, vous comprenez que vous pouvez faire quelque chose. Ouais. Il y a des signes précurseurs quand on joue à un match de football. Un joueur peut faire une action qui va requinquer tout le monde et on se réveille. Alors, Fédé a pris un ballon, il a battu 3 joueurs et on s'est dit, on peut le faire. C'était parti. Vous avez tenu Maradona. Oui, le coach m'a dit, voilà, tu le tiens, tu le prends. Tu n'as pas évolué avant la rencontre? Moi, si j'avais quelque chose, je ne regardais pas qui était en face de moi. L'insouciance d'un jeune. J'étais très content, la foi, j'étais très content d'aller jouer. Et je me suis dit, et parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, et je me suis dit, ah, si j'ai la chance de jouer contre lui, je vais démontrer que je peux jouer à ce niveau. C'est tout. Alors ce problème de gardien de but, Kono, Bell, pour finir, quand on va en Italie, c'est Bell qui est numéro 1, mais au finish, c'est Kono qui est dans les buts. Et avant cela, quand Roger vous retrouve en Yougoslavie, et apparemment, une bonne partie de l'équipe n'a pas bien accueilli Roger. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous étiez de quel côté? De quel camp? Non, moi, je n'avais pas de camp. J'avais toujours cette âme de capitaine. Et chaque fois, les gens doivent comprendre une chose. Quand Roger est arrivé, il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que Roger avait dit des choses avant qui avaient fâché certains joueurs de l'équipe nationale. Par exemple, il avait dit que quand il n'était pas là, l'équipe ne pouvait pas bien jouer. Mais ça n'a pas arrivé, c'est normal. Roger, c'est Roger. Même quand Roger le dit, au lieu de dire qu'on ne veut pas Roger, une partie de l'équipe disait ah, on ne veut pas Roger, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Mais ce n'est pas l'équipe nationale de quelqu'un. L'équipe nationale du Cameroun est l'équipe nationale de tout le monde. Et on n'a pas à choisir qui vient jouer ou qui ne vient pas jouer. Si tu fais tes preuves, tu viens jouer. Alors, moi j'étais pour que Roger soit là, mais il fallait que Roger prouve physiquement qu'il pouvait tenir le coup. Et ça, il a fait. Et ça, il a fait. Roger a tenu le coup. On a travaillé très dur. Parfois, ça faisait mal de voir Roger, mais on l'encourageait et tout. Il a travaillé dur et il méritait sa place. Et il a démontré. Oui. Et pour finir, il devient le sauveur. C'est ça. Alors, l'histoire de Bell Kono. L'histoire de Ben Kono, franchement dit, c'est une histoire rocambolesque. Parce qu'en fin de compte, quand on voit, ça a été de toutes pièces. Oui, de toutes pièces en haut, comme on dit. Et aussi, là où le bas a blessé, c'est que Bell avait fait une interview à France Football, qui lui a coûté préjudice. Et ce qui fait que il est tombé. Et on a choisi Tommy. Oui, mais l'équipe, une bonne partie de l'équipe, du moins, une bonne partie de l'équipe était pour Jojo. Oui, on était pour Jojo, mais vous savez, on était à une période où il ne fallait plus jauger. C'était l'action. Parce qu'on était déjà à la Coupe du Monde. Donc, on ne pouvait plus se permettre de dire, non, il y a ci, il y a ça. Non, on ne pouvait plus. Alors, en 92, un autre flop au Sénégal. Oui. Et vous jouez d'ailleurs le Sénégal. Oui. Vous jouez le Sénégal et Claude Leroy en face de vous. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre-là? Apparemment, il y a eu beaucoup de bagarres. Oui, il y a eu... Bon, avant d'aller dans le match, dans le vif du sujet, je voudrais d'abord dire que la préparation était bâclée. Elle n'était pas bonne du tout. Ce qui fait que on a plus joué les matchs amicaux que de préparer tactiquement l'équipe. On avait le match contre le premier match. Ce n'était pas déjà ça. On avait un jeu très décousu. Il fallait le voir. On ne jouait vraiment pas comme une équipe. Pourquoi? Parce qu'il y avait des disputes par-ci, par-là. Toujours les mêmes disputes de primes et tout. Mais on a quand même eu la chance. On a avancé. Et contre le Sénégal, c'était la catastrophe. Nous sommes arrivés au stade. On était dans le bus.
et la femme du coach Redon, qui était notre entraîneur à cette CAN, était à l'entrée du terrain. Elle était avec quelqu'un, un dirigeant de l'Africa Foot, je me rappelle plus très bien qui c'était. Donc quand elle est entrée dans le stade, quelqu'un l'a reconnu, il a dit « Ah, c'est la femme de leur coach, elle n'entre pas ici ». Il s'est mis à bousculer la femme du coach. Et les gens sont venus en courant. Ils sont venus, quelqu'un est venu dans le bus, nous étions encore dans le bus. Il est venu dire « On est en train de bousculer la femme du coach ». Alors, Kanabik et Massing sont descendus en courant. Ils sont allés, et je vous assure, ils ont déménagé la salle. Ils ont vraiment déménagé la salle. Et ça a créé une cacophonie dans le vestiaire. Et on est arrivé dans le vestiaire, on a trouvé qu'ils avaient versé des poudres et des trucs comme de la bouillie. Oui, c'est toujours la boule. Ils ça. Et nous sommes entrés dans le vestiaire et on s'est préparé. Nous sommes allés sur le terrain et on a joué. Ouais. Bon, on va, avant de rentrer en plein pied dans ce que vous êtes devenu, on va dire une dernière chose. 94, c'est le mondial. Il y a Henri Michel qui arrive au lever de pied, et puis comme ça, des joueurs qu'on renvoie, des marches à Yaoundé pour sélectionner tel, et désélectionner tel autre, Mboma qui vient, qui est déçu, et tout ce droit qui se déroule, et puis on arrive aux États-Unis avec Salenko qui nous... on a un joueur, un de mes aînés du quartier d'ailleurs, qui porte le nom Salenko aujourd'hui, le vote latéral de l'époque. Donc, alors, 94, Mbou Emile. 94, le cauchemar. C'est un vrai cauchemar en 94. Et rien n'est allé comme on souhaitait, rien du tout. La préparation, très mauvaise. Le coach arrive comme un sapeur-pompier. Je ne connais pas les joueurs. Je ne connais pas les joueurs. Apparemment, qui est même boxé par un joueur. Oui, c'est dommage. C'est arrivé à l'aéroport. À ce moment, c'était à Orly, à l'aéroport de Orly. Vous allez à Haïti, on allait en Guadeloupe, en Martinique. On allait en Martinique pour la préparation. On ne sait pas pourquoi le choix de la Martinique. Et ça, c'était tout un désordre. C'était tout un désordre. Et c'était pas surprenant ce qui est arrivé. Ouais. On était physiquement bien, mais mentalement, non. Déchu complètement. Il n'y avait pas d'équipe mentalement. Alors après 94, on vous a plus vu avec l'équipe nationale du Cameroun, étant flamboyant et tout. Hein, c'était pratiquement la fin de votre carrière avec les Lions indomptables du Cameroun, mais pas la fin de votre carrière en tant que footballeur, parce que vous avez continué en tant que footballeur professionnel. Hein, le coach Amouzou, vous-même, après votre carrière, vous avez même passé par le Cameroun, hein, vous avez joué à Panthère de Baganté, et puis vous avez joué en France, et aujourd'hui vous êtes aux États-Unis. Donc aujourd'hui vous êtes promoteur de centre de formation. On va commencer par vous. Parlez-nous de votre centre de formation. En fait, notre centre de formation, c'est le b.a.-ba de tout ancien joueur qui veut se mettre au service de la jeunesse. Donc, moi, quand je suis arrivé en 1999, déjà, je voyais que le football aux États-Unis allait... J'avais cet instinct. Donc, je me suis déjà mis... personne ne me connaissait pas. Donc, j'ai commencé à aller vers les gens, pouvoir offrir ce travail gratuit. C'est de là que, les gens ont vu que... Alors, combien de catégories aujourd'hui? C'est ici dans le centre, Elite Soccer, Youth Development Academy. Combien de catégories? On a à peu près 10 catégories avec 300 enfants, de partir de 4 ans jusqu'à 19 ans, qui sont dans l'académie. Il y a 7 équipes qui jouent en élite et les autres sont en récréationnel. Vous aussi, vous avez placé des joueurs quand même, vous avez placé des joueurs en Europe aussi. Vous voyez que ce n'est pas seulement l'apanage des Africains. Oui, on a placé des joueurs, mais c'est pas comment ça se passe en Afrique. Yeah. Ici, c'est plutôt à l'état pur. Pour détecter un enfant ici, on avait parlé du curriculum au début. L'enfant est jugé. Parce que chez nous, et peut-être chez le Grand Frère de son académie, chaque section qu'on finissait, on doit s'asseoir avec les parents pour évaluer l'enfant. Et ce qui n'est pas dans nos centres en Afrique, ou même dans nos équipes en Afrique. Il faut évaluer parce que peut-être les cultures ne sont pas les mêmes. Les gens payent ici pour que les enfants jouent. Donc il faudrait présenter quelque chose
de loyable aux parents. Ça, c'est une très bonne reconversion. On va dire bonsoir à Sandra Boucheka qui nous regarde. Merci. Sandra qui apprécie aussi une bonne reconversion, d'autant plus que, chers habitants du DMV et d'ici, Maryland et Virginie, le ESIDA est basé du côté de White Oak dans le Maryland. Donc, les entraînements, c'est de lundi à vendredi et les samedis, ils ont match. Ils prennent d'ailleurs part à un tournoi actuellement du côté de Germantown. Donc, si vous avez des enfants de 4 à 19 ans, tous 16 confondus, des jeunes filles comme des jeunes garçons, et qui vous habitez dans les parages de White Oak, n'hésitez pas, s'ils s'essayent dans le football, appelé ici soccer. Alors, à ma gauche, une autre très bonne reconversion, le capitaine Bumbu Emile. Je suis ému, je vous appelle coach. Aujourd'hui, alors votre centre de formation, votre académie, parlez-en, vous avez l'habitude d'en parler. Oui, mon académie c'est Emile Star Soccer et nous avons créé, de par cela, pour jouer les championnats, on a créé les Lions. En anglais on dit Lions, mais c'est les Lions. Parce que je voulais inculquer ce que j'avais appris sous tous les coachs que j'ai eus. Je voulais apprendre à faire, j'ai appris à entraîner, parce que tu vois, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. J'avais joué, mais être joueur n'est pas la définition qu'on peut être entraîneur. Ouais. Alors, je suis allé à l'école, j'ai eu mes diplômes et j'ai créé mon académie. Parce que j'ai d'abord entraîné à Bethesda Soccer Club, qui est un club de Montgomery County. Qui est réputé. J'ai d'abord travaillé dedans et alors j'ai créé ma propre structure et qui va des jeunes de 7 ans à 19 ans. Alors, nous jouons tous les championnats élites qui sont aux États-Unis. On joue dans presque tous les États-Unis. Alors, je forme ces enfants, j'entraîne. Et puis, j'ai des entraîneurs. J'ai quelque chose comme dans les 450 enfants et différents âges. Et nous travaillons, j'ai des entraîneurs que je forme parfois pour les recyclages, mais qui vont faire des diplômes avec la Fédération américaine de foot. Donc c'est ça, c'est ce que alors, je fais. Et Emile Soccer Academy, c'est basé où? C'est basé à Rockville. C'est basé à Rockville et tout est fait à Rockville. Et les conditions pour être recruté à Emile Soccer Academy? Vous venez, il faut venir et puis il y a des essais. Il y a des essais, on fait des essais et on saura où vous placez. Et c'est comme ça qu'on prend les joueurs. Alors, votre contact, les coachs là, vous donnez vos contacts pour la technique là, parce qu'il y a bon nombre de parents qui aimeraient bien avoir leurs enfants dans une de ces académies, comme on l'a dit pour ESIDA, basé du côté de White Oak. Emile Soccer Academy est basé à Rockville. Rockville, c'est dans le Maryland, c'est dans le Montgomery County. Donc, et une académie est tenue de main de maître par Bumbu Emile, ancien lion notable, capitaine courage de cette équipe de Lions, après avoir roulé sa bosse dans plusieurs équipes au Cameroun, Union Junior, Union de Douala, Diamant de Yaoundé, et sa carrière professionnelle qu'il a menée tour à tour au Havre en France, et puis Victoria Guimaraes au Portugal, où il a joué avec Bonguer, ou bien il a côtoyé. Non, on était deux équipes différentes. Deux équipes différentes, très bien. Donc, voilà un peu ça, chers internautes. Si vous avez des enfants qui s'essayent dans le soccer, vous pouvez les amener dans une de ces deux académies, ESIDA à White Oak et Emile Soccer Youth du côté de Rockville. Alors, Bumbu Emile, alors, actuellement, vous prenez part à quel championnat? On joue EDP, on joue... qui veut dire EDP qui est disons, ça n'a pas une explication donnée, c'est quelque chose c'est un championnat d'élite, de développement, oui, pour les équipes qui font des voyages. Et puis vous avez la National Soccer League qui se joue aussi plus dans le Montgomery County. Et puis on joue dans les grands tournois, on joue dans les tournois d'élite. Par exemple, on va à Disney World. On a les tournois ici à Germantown, là où le coach a ses équipes actuellement. On va au Texas, on va en Californie,
là, on essaie de mettre les enfants devant d'autres coachs, parce que le scolaire, ici, va avec le sport. Avec le sport. Parce qu'ici, aux États-Unis, si vous n'êtes pas à l'école, vous ne pouvez pas être professionnel. Alors, il s'est ouvert de lundi à vendredi aussi? Oui, lundi à vendredi. Et puis, le week-end, c'est les matchs. Les matchs jouent les week-ends. Ok. Donc, là, c'est le contact des SIDA qui s'affiche sur votre petit écran. Et le contact de Émile Sokayouf, la technique, le contact téléphonique du coach Mbumbu Émile. Et pour ceux qui aimeraient envoyer leurs enfants de ce côté-là, on va revenir donc dans ce studio. Et, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas chaque jour qu'on a à ses côtés Mbumbu Émile. C'est une tonne d'histoire. Et donc, Mbumbu Émile, le football camerounais aujourd'hui, après votre vague là, la jeune génération qui est arrivée, est-ce qu'il y a, c'est vrai qu'on a vu facilement Feu Foé et Rigo-Son en 94, il y en a eu une image où vous êtes avec Rigo, il est tout jeune, vous êtes en train de le calmer, je crois que c'est après qu'il est comme une boule, un carton rouge, il a eu un carton rouge ici aux États-Unis, donc est-ce que le passage de témoin a été aussi facile? Je veux dire, est-ce qu'après ce que vous soyez parti, est-ce que ces jeunes-là reconnaissaient quand même ce que vous avez fait pour cette équipe avec toutes les grosses sommes d'argent qu'ils gagnaient, que vous n'avez pas pu gagner à votre époque? Vous savez, chaque chose en son temps. C'est leur chance, c'était leur chance que le football soit devenu comme un business et ils gagnent des sommes exorbitantes. Et ça s'est bien passé parce que, par exemple, il y avait Fofoué, il y avait Son Rigobert et puis Kala Congo. C'est les trois qui étaient avec nous en 94. Et ce sont eux qui sont partis et puis qui ont été vraiment le flambeau de la nouvelle génération. Et une nouvelle génération qui était pétrie de talent. Et j'étais très content de les voir gagner certains trophées. Même comme au plus profond de moi, je crois qu'ils pouvaient faire un peu plus. Surtout pendant les Coupes du Monde. Ils n'ont pas vraiment montré toute l'étendue de leur talent à ces Coupes du Monde. C'est dommage, mais c'était une très bonne cuvée. Ce que vous dites pertinent, surtout la Coupe du Monde 2002, nous étions du côté de Corée-Japon avec cette équipe. On a vu cette équipe peiner simplement à cause des problèmes administratifs, qui à Orly, ils ont eu des problèmes aussi à Orly. Et on est arrivé à la Coupe du Monde 2002 avec une équipe vraiment forte, mais au finish. Et ça, c'est le travail du Cameroun. Oui. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à votre époque, malgré tout ça, vous reveniez avec des victoires? La différence avec nous est qu'on essayait de ne pas faire l'amalgame entre le terrain. Vous aviez ce fighting spirit? Oui, nous avions ça. Parce qu'on se réunissait tout le temps. Quand on allait dans les compétitions, on se réunissait, on se parlait, on se motivait. On disait, oublions ce qui se passe du point de vue administratif. Et sur le terrain, soyons nous-mêmes. C'était ça, c'était la différence. C'était l'équipe que nous avons pu avoir la chance de jouer. On jouait plus avec le cœur, plus qu'avec l'argent. Alors vous avez joué à Panthère de Baganté à une époque au Cameroun avec Bachirou. Qu'est-ce que devient Bachirou? Bachirou, après sa retraite, il est du côté de Borussia Dortmund, où il est devenu aussi le recruteur de Dortmund et Mönchengladbach, toutes les trois équipes qu'il a jouées. Et on est en train de travailler ensemble. Peut-être l'année prochaine, on aura notre capitaine Afouati, qui a joué au Charleroi en Belgique, en première division. Et Salou Bachirou, nous rejoindrons ici pour un stage qu'on essaie d'organiser l'année prochaine pour les jeunes de Montgomery-County. Alors une question, Mbumbu Émile. Le passage du brassard entre Son et Eto'o, vous avez quand même suivi cet épisode-là? Est-ce que c'était pas un épisode malheureux? C'était très malheureux parce que moi je crois pas qu'il fallait autant de bruit. Comme je disais, l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale de tout le monde. Parce que c'est un passage, on vient, on donne ce qu'on a et on s'en va et les jeunes arrivent. Alors moi je ne comprends pas pourquoi ça fait autant de bruit. C'est quelque chose qui pouvait se passer. Je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui a créé cette polémique ou les dirigeants qui ont créé cette polémique. Moi je ne crois pas qu'il fallait arriver à ce niveau. Et j'ai vu à un moment donné,
on les a menés, on les a présentés au public au cours d'un match pour la réconciliation. Ça, c'est du folklore. Ça, c'est du folklore. C'est quelque chose qui peut se faire tranquillement sans avoir tout ça. Et je crois que c'était un peu le hic à cette époque-là. Et oui, ça a caché beaucoup de choses. Oui, cette équipe-là qui gagne la CAN 2000, Ghana-Nigeria, et qui gagne au Mali. Et en 2002, j'ai eu la chance, le privilège d'être de ces compétitions-là, au Ghana-Nigeria en 2000, au Mali en 2002, et nous perdons en 2004. C'est-à-dire après 2002, là, et c'est la dégringolade. On perd en Tunisie en 2004, en 2006 en Égypte, c'est les amusements, on perd encore. Et en 2008, on arrive en finale sans... pas la providence. On arrive en finale, on perd en finale, et l'autre, Paul Le Guen qui arrive en 2010, et donc se pose ce problème de brassard et tout. Est-ce qu'à un moment donné, des anciennes gloires que vous êtes, du moins vous, est-ce qu'à un moment donné, on a eu recours à vous pour parler à ces jeunes-là? Pas du tout. On n'a jamais... Au Cameroun, on ne regarde pas les anciennes gloires. Parce que quand vous voyez dans d'autres pays, il y a souvent un collège d'anciens joueurs qu'on met en place pour essayer de donner des conseils et motiver les jeunes. Parce que quand ces jeunes voient les anciens, je crois que ça apporte quelque chose de différent. Ça apporte une certaine motivation. Bon, ce respect n'y est vraiment pas parce que les anciens joueurs sont toujours mis de côté. On ne vient pas vers eux, peut-être demander qu'est-ce qui peut se passer. Parce que je crois que si on faisait un rapprochement entre ces jeunes et nous, ça aurait été quelque chose de merveilleux. Parce que quand un joueur vous voit et il sait ce que vous avez fait pour l'équipe nationale, il va s'y mettre. Non, ce que vous dites est pertinent. On va dire bonsoir à Jacques Noumsi qui nous regarde. Hein. C'est pertinent parce qu'on se rappelle par exemple qu'en 2005, quand on allait jouer en Côte d'Ivoire, hein, nous sommes dans le même vol hein, avec quelques anciens joueurs que le ministre Bagambo avait fait venir, Jean-Claude Bonaventure, Abega, Bel Jojo. Et je me rappelle qu'à la dernière séance d'entraînement au Félicia, à Abidjan, Jojo rappelait aux jeunes que voilà où Sinkot Barré en 84 tel, voilà où Youssouf Fofana, parce que Sinkot était de la partie justement, et il jouait avec Sinkot, il disait voilà où Youssouf Fofana ne faisait que te tripler là, et tout. Donc, en fait, pour dire que ce que vous dites est pertinent, hein. Alors, anecdote pour anecdote, on est pratiquement à la fin de notre émission. Alors, je vais vous rappeler une anecdote comme ça, hein, ça date de 1986. Hein, vous étiez déjà, c'était après la CAN 86, et quelques mois plus tard, hein, du côté de Liberman à Douala, et Union était en stage bloqué au centre Baba Simon, juste en face. Et puis, ce dimanche matin-là, nous nous sommes retrouvés à Liberman. Et au cours de notre séance de 2-0, comme on dit, je me rappelle avoir mis au vent, hein, dans mon côté là, 2 joueurs. J'ai dribblé avec un petit corps et j'ai fait un retrait. Les camarades du quartier ont crié Crimo, c'était mon petit nom en fait. Et puis, les joueurs de l'Union ont applaudi, parmi lesquels vous, et vous m'avez appelé, vous m'avez donné 50 francs. Alors quand je vous rappelle cette histoire-là, comment est-ce que vous vous sentez? Ça fait du bien parce que le monde est vraiment petit. Qu'on vienne se retrouver aux États-Unis et qu'on puisse partager et puis parler du football de notre pays. Moi, je crois que de notre pays et puis de notre continent, je crois que c'est une très bonne chose. Ce sont de beaux souvenirs. Ah oui, ce football qui nous a fait rêver, hein. On allait au stade avec nos parents et puis on a commencé à aller tout seul, on se faisait même projeter parce que le stade était tellement plein qu'on se donnait volontiers pour être projeté, pour se retrouver un peu à une place à la tribune B. On va dire bonsoir à Benjamin Tchatchou, très bon débat, merci. Bonsoir à Rodrigue Wako, merci Honoré, merci la photo, dit Benjamin Tchatchou. Nous lui disons merci pour la confiance renouvelée. Nous arrivons donc comme ça au terme de ce débat hebdomadaire. Nous allons mettre la clé sous le paillasson. On va dire merci au coach Amouzou Maké, le coach Fofo, le promoteur de ESIDA, situé du côté de White Dog. Il accueille les enfants de 4 à 19 ans, tous sexes confondus. Donc n'hésitez point, hein, rendez-vous de ce côté-là. Le numéro de l'Académie ESIDA est passé sur votre petit écran tout à l'heure. Oui, je tenais merci, quand même coach. à dire un grand merci à mon capitaine. Je peux que l'appeler mon capitaine. Et d'avoir la chance aussi d'être sur ce plateau avec lui. Revivre ces années que d'autres, moi, j'ai pu suivre à la télé. Et vraiment, ça fait c'est merveilleux.
et spécialement à vous qui nous donnent l'occasion de remonter ce football africain et aussi de nos parcours qu'on arrive aujourd'hui à partager aux États-Unis, qui n'était pas un pays de football ou de soccer, mais qui va l'être dans les années à venir. Et nous allons tout faire aussi, être des contributeurs pour ce pays qui sait faire ces choses. Donc, merci. Alors, il y a Rodrigue Wako qui vous dit bonsoir particulier à ce grand international que vous êtes. Il est un unioniste, la mort dans l'âme. Rodrigue Wako, c'est un garçon de New Bell, non loin du foyer Union. Donc, merci Mboumbo Emile. Ça a été pour nous un grand plaisir de vous avoir dans ce studio. Et comme on vous l'a dit, chers internautes, il est promoteur de Emile Yoursok Academy. C'est situé du côté de Rockville. Le numéro est passé là tout à l'heure. Donc, si vous avez besoin de voir votre enfant évoluer dans le cadre du soccer tel qu'on l'appelle ici, n'hésitez point si vous habitez de ce côté ou alors si vous pouvez me conduire à amener l'enfant là-bas. Les tests sont effectués pratiquement chaque jour à Rockville, à Emile Yoursok Academy, ou alors si vous appelez Média 2 Africa, le 202 971 56 57, on peut vous diriger simplement. Le débat était tellement alléchant qu'on n'a pas pu ouvrir le micro. Quand on a Mbou Emile, il y a tellement d'histoires, je ne suis même pas sûr qu'on a fait le 5% de ce que nous pouvons tirer de cette tonne, de la tonne d'histoire qu'il a sur le football camerounais. Donc, merci coach. Merci vraiment d'avoir sacrifié de votre temps pour pouvoir être là ce soir. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de partager. Et un plaisir pour moi de parler du football camerounais qui nous est si cher. Et en plus, c'est une très bonne chose que, même étant loin de nos bases du pays, que nous puissions vraiment débattre sur ce qui nous tient à cœur. Alors, j'espère que les téléspectateurs ont été servis et qu'ils sont contents du débat. Alors, on va écrire un livre. On va écrire un livre. Vous en pensez? Je suis partant. Ok, nous écrivons un livre, Mboumbo Emile. Alors, derrière les caméras, à la partie technique de ce débat hebdomadaire, Lati-Photo International. Lati-Photo International pour tous vos soucis d'image, tous vos problèmes, si vous avez des événements à couvrir, anniversaire, mariage, etc., n'hésitez point. Rendez-vous simplement du côté de Média 2 Africa, appelez le 202 971 56 57 ou alors le 240 481 11 73. Chers téléspectateurs, nous serons partis dans quelques instants parce que partant. Lati-Photo International, merci pour tout et rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition du débat hebdomadaire.